Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans la salle du conseil de notre CCI Métropole, que le président Fabrice Ginter nous a mis à notre disposition. Avec leurs collaborateurs, que je côtoie depuis 4 mandats. Je remercie Madame Fabienne Fixari, Stéphanie Catanès, Géraldine Giorgio pour leur implication à notre défense professionnelle des marchés de France. Je salue les élus, les policiers municipaux, les placiers, ainsi que nos commerçants non sédentaires qui font vivre tous les jours les marchés de nos villes et de nos villages. Avant de passer la parole à Madame Crière, qui va vous parler de notre carte professionnelle, que je qualifie comme le bébé de notre Fédération des marchés de France. Et ceci, grâce à l'acharnement de notre présidente Monique Rumens. Voilà, du coup, je vais passer la parole à Madame Crière. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Valérie Crière, comme monsieur l'a dit. Je travaille à la Chambre de commerce depuis plus de 20 ans et plus précisément au Centre de formalité des entreprises. Alors on est en charge de la carte de commerçants depuis environ 8 ans. Avant, c'était les préfectures qui la délivraient. Enfin, je pense que certains le savent. Et le format a changé depuis que c'est plus les préfectures qui le font. Maintenant, c'est une carte plastifiée. Avant, c'était une carte qui était modifiable. Maintenant, elle est plastifiée. Bon, j'avoue qu'elle n'est peut-être pas de super bonne qualité, car l'encre s'efface. Quand on la garde dans le portefeuille, au bout d'un moment, l'encre s'efface. Mais comme on la change tous les 4 ans, donc après on la renouvelle, donc c'est bon. Alors moi, je vais plus précisément vous parler de cette fameuse carte. Alors, bon, je vous fais un petit rappel, donc qui est considérée comme activité commerciale ou artisanale ambulante au sens de l'article L123-29 du Code de commerce, donc toute activité exercée sur la voie publique, sur les halles et sur les marchés. Un certain nombre de cas sont exclus de la réglementation. Bon, je vais vous en citer quelques-uns. Ceux qui vendent leur propre production sans transformation ou leurs propres œuvres, les tournées de vente qui se font à partir d'un établissement fixe, les personnes dont l'activité non sédentaire s'exerce uniquement sur les marchés de la commune, de leur lieu d'habitation ou de leur établissement principal. Toute personne qui s'immatricule au registre du commerce ou au répertoire des métiers doit obtenir une carte de commerçant non sédentaire, donc cette fameuse carte. Autrement, le placier n'autorise pas la personne à s'installer. Alors, qui est titulaire de la carte ? L'entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur de nationalité française ou étrangère ayant un domicile en France. Le ou les dirigeants d'une société. Toute personne ressortissante de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ayant un domicile et une entreprise hors de France. Un conjoint ou un pacsé collaborateur n'a pas à être titulaire d'une carte d'ambulant. Il en est de même pour un salarié, un fondé de pouvoir du chef d'entreprise. Ces personnes vont exercer l'activité avec la carte du titulaire accompagnée de l'extrait d'immatriculation qui prouve l'existence de l'entreprise ainsi que des fiches de salaire ou tout document qui prouve qu'il travaille dans l'entreprise. Alors comment demander cette carte ? Alors sans trop rentrer dans les détails des documents à fournir, la demande de carte se fait après l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce ou au répertoire des métiers. À ce moment-là, le dirigeant va à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers faire sa demande de carte. Bien sûr, la carte, il faut la fabriquer. Donc, en attendant de l'obtenir, on lui délivre un certificat provisoire qui lui permet de travailler sur les marchés en attendant sa carte. Alors, la carte a une durée de 4 ans à compter de sa date de délivrance. Ça, c'est important. Donc, c'est important parce qu'avant la fin de la validité de la carte, il y a lieu de la refaire. Et il vaut mieux s'y prendre 15 jours à l'avance. Car on a souvent le cas des gens qui viennent et la carte est périmée. Et du coup, les placiers, souvent, ne les autorisent pas à s'installer sur les marchés. Et il faut compter quand même une quinzaine de jours pour la refaire. Si un changement intervient au sein de l'entreprise, il faut également changer la carte. Là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord faire la modification au registre du commerce et qu'on ait un extrait d'immatriculation à jour pour pouvoir faire la demande de carte. Et en ce moment, les greffiers ont 3 à 4 mois de retard sur le traitement des dossiers. Donc c'est vrai que c'est un problème, mais on ne sait pas trop comment y remédier. On essaye de faire des demandes pour que les gens aient une carte à jour. Parce que s'il y a un domicile qui change, c'est un problème pour s'installer sur les marchés.
Donc là, on essaye de voir avec les greffiers pour que les gens obtiennent rapidement cet extrait et puissent faire la modification de leur carte. Et par contre, la durée de validité de 4 ans ne change pas lors d'une modification. Elle est toujours du départ. Elle part toujours du départ. Donc le coût de la carte est de 15 €. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Et en cas de cessation d'activité, il y a lieu de rendre la carte pour éviter de travailler dans l'illégalité sur les marchés. Voilà, donc si vous avez des questions particulières sur cette fameuse carte, on a 3 sites au niveau de la Chambre de commerce. On a Metz, Sarreguemines et Thionville. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Bonjour, ravi d'être dans cette magnifique chambre au sein de la ville de Metz. Donc, qui exerce le commerce ambulant, hein, la première question. Écoutez, nous sommes des chefs d'entreprise, commerçants, artisans, producteurs. C'est une catégorie particulière du commerce puisque nous exerçons sur le domaine public. Donc, de ce fait, c'est une profession réglementée par le fait que, étant donné que nous sommes sur le domaine public, nous devons impérativement avoir à notre disposition un règlement de marché. Quelques chiffres quand même, puisque il est important de le souligner, que le commerce ambulant, c'est la 3e forme de distribution commerciale dans le pays. Vous voyez que donc, c'est un groupe très très conséquent. À laquelle viennent s'ajouter beaucoup d'artistes libres également et tout. Donc c'est un groupe très fort, un groupe économique, une force économique très forte. 53 000 salariés à temps plein, c'est quand même quelque chose aussi qui compte dans le fonctionnement de nos marchés. Les chiffres d'affaires, 4 milliards d'euros, c'est 14% par rapport à l'alimentaire. Hein, du total des dépenses en alimentation, hors producteurs, puisque là, nous n'avons pas les chiffres, et en produits manufacturés, c'est très faible, puisque c'est 1,6% du total des dépenses en produits manufacturés. L'évolution, c'est parce que je pense que quand même c'est quelque chose d'important, en nombre de créations d'entreprises, l'évolution entre 2009 et 2014, 2009, 6668 créations d'entreprises, 2014, 5644 en alimentaire, et en produits manufacturés, il y a également une chute de environ 1000, puisque réellement moins de création d'entreprises. Je pense que ce sont des chiffres de 2014. Je pense qu'en alimentaire, on aura d'autres chiffres sur l'année 2015-2016, puisque on a pu revoir une évolution dans la création d'entreprises dans ces 2 dernières années, surtout au niveau des petites restaurations, tout ce qui est petits traiteurs, les food trucks, toute cette évolution. Donc là, il y a eu quand même un nombre de créations assez conséquentes. Comment ancrer la notoriété des marchés dans le paysage économique? Je crois que c'est une réflexion très très conséquente que nous avons aujourd'hui. Le marché, on l'affirme, c'est une chance pour la commune. Hein. Il est absolument perçu comme réellement le symbole d'un cadre de vie. Et aujourd'hui, réellement, le marché représente cet acteur quand même du bien vivre ensemble. C'est un lien social vraiment très très conséquent, et je pense que le fait que nous avons plus de 6000 communes qui possèdent au moins un marché, et puis vous avez des communes qui en ont un tous les jours, hein, donc vous voyez le nombre de déballages que ça peut représenter. On se doit vraiment d'avoir toutes les réflexions possibles par rapport à la dynamique de nos marchés en cœur de ville. Il est très très important dans le cadre de création
de marché ou dans le cadre de redynamisation de marché, puisque aujourd'hui c'est quand même un sujet conséquent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un plan mis en place, un plan de redynamisation des cœurs de ville qui est mis en place par notre ministre Monsieur Lesarmes, et ce plan de dynamisation excessivement conséquent va toucher 220 villes. Il y a la liste qui a été publiée de ces 220 villes. Je sais qu'il y a des marchés, je ne pense pas que Metz en fasse partie, mais je sais qu'il y a Sarreguemines, j'ai entendu, qui a été élu dans ce sens-là. Donc ça sera vraiment une étude complète, et les dossiers qui ont été élaborés et proposés, eh bien, intègrent dans leur cœur et dans leur cahier une fiche spécifique pour les marchés, pour réellement pouvoir intégrer les marchés dans la dynamique. Parce que nous pensons réellement que le marché est un acteur essentiel de la dynamique économique du cœur de ville. On ne peut pas réellement envisager une dynamique dans nos villes et nos villages si le marché n'est pas là et si le marché n'existe pas. Et le marché doit exister à sa place essentielle, qui est celle historique, on va dire, dont il a toujours bénéficié. Donc c'est pas facile, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a les contraintes de modernisme aujourd'hui font que il y a des moments où c'est difficile, mais on doit réellement réfléchir à tout cela ensemble, avec les municipalités, avec les chambres de commerce, avec les associations de commerçants sédentaires, parce qu'on ne peut pas envisager une dynamisation de cœur de ville si on ne travaille pas main dans la main avec le commerce sédentaire. C'est réellement, ça a toujours été ma ligne de conduite, et elle le sera encore plus aujourd'hui, autant les uns que les autres. Si on veut vraiment que nos centres-villes perdurent et se développent et se redynamisent, il faut vraiment qu'on mette tous les moyens ensemble pour travailler. Donc il faut qu'on travaille sur nos places de marché, sur les équipements qu'ils doivent avoir pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, et il faut réellement que nos municipalités soient sensibles à tout cela. Donc il faut réfléchir à la mise en place de plages horaires. Il faut veiller, surtout dans le cadre de création de marchés, c'est excessivement important aussi, parce que un marché, c'est fragile, c'est vivant, et un marché ne s'installe pas dans un endroit sans qu'on en ait fait une étude préalable. Il faut impérativement qu'on mette tous les atouts pour que ce marché puisse perdurer. Et je me répète, mais un marché, il peut vivre, on ne peut pas le mettre au fond d'une place où il n'y a absolument aucune activité commerciale, où il n'y a aucun environnement qui s'y produit, qui puisse favoriser réellement l'attrait pour les consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On doit être très vigilant à ça. On doit respecter bien sûr les équilibres commerciaux de par son installation. Et puis, il faut aussi impérativement, pour redynamiser nos marchés, il faut promouvoir les produits régionaux, il faut promouvoir les productions locales, il faut réellement à l'intérieur de nos marchés donner un espace suffisamment conséquent à nos producteurs, à nos agriculteurs, et ça, c'est quelque chose dont nous avons énormément parlé lors des États généraux de l'alimentation. Nous avons, là aussi, le marché de France a demandé à ce que, réellement, l'article qui concerne le monde agricole, ce texte qui dit qu'il faut impérativement réserver 10% de places de marché à nos producteurs. Nous demandons à nos élus qu'on puisse réfléchir ensemble, qu'il puisse y avoir cet espace dédié, mais
au cœur de nos marchés, dans nos marchés et non pas en dehors de nos marchés. Parce que créer des marchés sur des thématiques spécifiques, marché de producteurs, marché bio, marché ci, marché là, ça tue nos marchés existants. On développe une multitude d'activités qui font que ce n'est pas constructif, ce n'est pas positif pour nos marchés. Donc on se doit de réfléchir à intégrer à l'intérieur de nos marchés le maximum d'activités. C'est pas toujours facile, je le reconnais, mais il faut vraiment qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Alors, la professionnalisation des acteurs, je crois que Madame l'a évoqué concernant donc les documents à présenter. Il faut réellement que tout le monde soit en règle avec la législation pour venir travailler sur les marchés. Si on n'est pas en règle, si on n'a pas les documents adéquats, on n'a rien à faire sur le marché. Et il faut qu'on soit vraiment très rigoureux par rapport à cela. Parce que c'est l'avenir de nos marchés qui en dépend. Formation des acteurs du marché, oui. Nos placiers, lors de ces sessions d'information que nous dispatchons, parce que c'est réellement des moments d'échange et très importants par rapport entre vous, quand on a l'opportunité d'échanger, les placiers de toutes les villes d'une même région, c'est très important. Il faut aussi essayer de faire des actions de valorisation de nos métiers auprès des jeunes. Et moi, je pense que on a tout intérêt à les promotionner parce que vous savez, moi, je suis d'un naturel très optimiste et je crois énormément en l'avenir de nos marchés. J'ai pas du tout d'angoisse ni d'inquiétude par rapport à tout ce développement intempestif de e-commerce. Il est là. Il existe, on y est dedans, mais rien ne remplacera le commerce et les achats et les échanges les yeux dans les yeux. Nos consommateurs ont besoin quand même de se retrouver avec réellement un conseil en face d'eux. Ils ont besoin de ces échanges, sinon on passerait dans une société qui serait réellement dramatiquement fermée, et je pense pas que tout à chacun d'entre nous on a cette envie. J'ai entendu un éminent concurrent dire dernièrement lors d'une conférence que de toute façon les très petites entreprises et sans que ce soit péjoratif, mais les TPE ont énormément d'avenir parce qu'on aura de plus en plus besoin d'eux par rapport à tous ces services qu'ils proposent, et les marchés particulièrement auront cette force-là. Donc ça, c'est quand même aussi d'importance vraiment. Et puis bien sûr que pour exercer sur les marchés, eh bien, il faudrait que nos commerçants respectent les règles d'hygiène. Et ça, c'est indispensable. Et c'est quelque chose sur lesquels on reviendra un petit peu parce que je veux vraiment insister là-dessus. Il y a des règles. Aujourd'hui, pour créer une entreprise en alimentaire, il y a des règles, il y a des obligations, elles doivent être respectées impérativement. Il y a des règles par rapport à la propreté de nos marchés. Donc on échangera un peu et vous m'expliquerez un peu comment ça se passe dans vos régions. Mais tout ça, c'est indispensable qu'on fasse réellement évoluer dans le bon sens nos marchés. Donc, par rapport aux règles d'installation, eh bien, les règles d'installation, on va demander auprès de Monsieur le maire l'autorisation de s'installer, auprès de Monsieur le maire, bien sûr, auprès de Monsieur le placier. Vous avez des demandes soit par courrier ou par rapport aux passagers qui viennent et qui se présentent spontanément vers vous. Nous avons dans les règles d'installation bien les droits de place sur lesquels il faut être excessivement vigilant également, puisque c'est quand même une lourde
des charges lourdes et conséquences pour les commerçants. Donc on doit réellement aussi bien travailler dans le bon sens tous ensemble pour que les charges ne soient pas trop élevées. Les successions d'entreprises, on va y revenir un peu plus en détail, je crois, par rapport à la loi Pinel. Et ensuite, eh bien, les sanctions, hein, parce que voilà, quand il y a un règlement de marché, il doit être respecté. Et pour être respecté, il y a à l'intérieur de notre règlement, on émet réellement des sanctions pour qu'elles soient appliquées. Donc, par rapport à la gestion des marchés, je pense que nous sommes très très attachés aux régies directes, mais je pense que c'est le cas un peu dans vos régions. Hein. C'est de la gestion régie directe. C'est vraiment bien. C'est indirect, on est le commerçant à affaire à monsieur le maire, les organisations professionnelles également, donc on est réellement dans le bon sens de fonctionnement. Et bien entendu, on se permet de rappeler à cet instant-là l'article L 2224-18 du Code général des collectivités territoriales qui oblige à consultation les organisations professionnelles pour tout ce qui est modification, changement à l'intérieur du marché et également, bien sûr, application des droits de place. Et les organisations professionnelles doivent être consultées pour tous ces sujets-là. Et elles disposent d'un délai d'1 mois pour émettre un avis. Sachez qu'elles doivent être consultées, bien sûr, en amont pour les droits de place et non pas dès lors que la délibération est passée au conseil municipal. C'est en amont, puisque si ces règles-là n'étaient pas respectées, bien entendu, on pourrait demander le pouvoir du juge au tribunal administratif pour annuler ces décisions qui sont prises. Animer et dynamiser le marché, ça je crois qu'on l'a quand même pas mal évoqué. Envisager bien sûr toutes sortes d'actions qui puissent apporter une dynamique au marché, on est tout à fait d'accord, mais pour ce faire, on a besoin de sous, c'est le nerf de la guerre. Et si on n'a pas quelques moyens financiers pour pouvoir envisager des animations, on ne peut pas y arriver. Donc c'est souvent qu'on demande la mise en place d'une contribution assise sur les droits de place pour pouvoir financer des animations dans ce sens-là. Le règlement de marché, c'est la base essentielle, mais la base essentielle du fonctionnement du marché. C'est un outil indispensable. Nos placiers doivent connaître ce règlement de marché par cœur. C'est la Bible de tous. Et bien sûr que le règlement de marché est adapté à chaque commune et doit être en accord avec la législation. Et tout ce que je peux vous dire là, ça ne peut être que les textes que appuyer sur les textes de loi. Donc, il faut impérativement travailler votre règlement de marché, regardez s'il n'y a pas aujourd'hui des incohérences avec le fonctionnement de votre marché, c'est-à-dire que est-ce que le marché a évolué par rapport à son périmètre, est-ce qu'il a évolué par rapport au jour, tout ça doit être remis à jour et remis à plat dans votre règlement. Il faut réellement que vous ayez impérativement l'encadrement nécessaire pour vous, pour votre sécurité, la sécurité des commerçants. Je parlais la semaine dernière lors d'une formation avec un élu qui me disait oui, mais nous, vous comprenez, on a maintenant on a élargi le périmètre et les commerçants peuvent déballer beaucoup plus loin. J'ai dit mais vous l'avez pas précisé dans votre règlement de marché. C'est pas couvert par votre règlement de marché. Et j'ai dit donc tout ce qui se passe en dehors, on peut considérer que c'est hors zone. Donc c'est un danger pour monsieur le maire s'il y avait une catastrophe, s'il y avait un problème. Donc vous voyez, soyons très très vigilants par rapport à cela. Le règlement de marché
pour sa révision, pour son évolution, eh bien, il doit être, les organisations professionnelles doivent vous donner leur avis avant publication et avant qu'il soit voté par le conseil municipal. Donc nous sommes à votre disposition, nous en faisons énormément à la fédération, on reçoit beaucoup de règlements de marché, on est là que pour vous donner notre avis et vous indiquer les sujets qui doivent être modifiés. Après, bien entendu, c'est Monsieur le maire qui juge, et surtout le conseil municipal, puisque le vote du règlement en conseil municipal est obligatoire. L'affichage en mairie ou sur le marché, c'est également obligatoire. Tout à chacun doit pouvoir accéder au règlement de marché. Alors après, bien sûr, je vous l'ai dit, la prise en main du règlement de marché par les placiers. Ce qui est important, c'est que les organisations professionnelles puissent en bénéficier également. Et également sur le site peut-être de la ville, de façon à ce que les commerçants puissent y accéder, puisque bien souvent les questions elles sont mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas où le trouver. Si le commerçant doit pouvoir c'est son outil aussi à lui, hein, et il doit le respecter. Alors dans le contenu, on doit mettre le nom, le type, la périodicité, les horaires précis d'installation. Ensuite, tout ça, c'est dans la première page. Ensuite, on met les documents nécessaires pour exercer, les modalités de contrôle des papiers, les interdictions qu'il y a sur le marché, et Dieu sait s'il y en a, les obligations des professionnels, respect du règlement, de la législation, parce que le placier a des obligations, mais les professionnels en ont également, et les sanctions prévues, je l'ai dit déjà tout à l'heure, et surtout tous les critères de sécurité, puisque il faut impérativement mettre des interdictions de circulation dans les allées de telle heure à telle heure, voilà. Donc, il faut, dans le contenu, on doit préciser si les véhicules des commerçants sont autorisés sur le périmètre, à quel horaire, et toutes les spécificités liées au stationnement. Propreté, nettoiement, eh bien au minimum les règles d'usage de propreté pendant et en fin de marché. Quels sont les dispositifs dont ils disposent pour régler toute cette propreté, et Dieu sait si c'est difficile. Et puis nous estimons qu'un marché, lorsque nous arrivons sur le marché est propre, donc on doit repartir avec un marché propre, et ça c'est impératif. On ne peut pas se permettre de laisser un marché dans un état exécrable lorsque nous repartons. Donc il y a des dispositions à prendre, on doit en débattre, et ma foi, et elles doivent être appliquées. Après, dans le règlement, on doit préciser également les raccordements électriques, hein, les modalités, la typologie des emplacements. Est-ce que c'est un marché spécifique alimentaire? Est-ce que c'est un marché mixte? Est-ce que c'est un marché que manufacturé? On a des marchés comme ça. En principe, je ne sais pas si c'est tout chez vous un petit peu tout mélangé, mais comme nous, on s'efforce de le faire avec peut-être un périmètre dédié à nos poissonniers, tout ça, puisqu'on ne peut pas mettre aussi des points d'eau derrière chaque étal, on le comprend tout à fait. Donc ça, ce sont des réflexions sur lesquelles on doit s'engager. Ensuite, les règles d'attribution, hein, par rapport aux emplacements. Combien d'emplacements fixes, combien d'emplacements passagers, le nombre, la définition, la grandeur des étals, la police des emplacements, les droits de place. Donc ça aussi, il y a une obligation que les droits de place soient affichés. Si on prévoit, et ça je crois que je vais quand même en parler un petit peu, si on doit prévoir la présentation d'un successeur,
dans le cadre donc de cette fameuse loi Pinel. Je pense que vous en avez tous entendu largement parler. Vous savez que depuis 2014, donc le 18 juin 2014, nous avons la possibilité de présenter un successeur lors de notre cessation d'activité. Donc un successeur qui a la possibilité de demander à Monsieur le maire une autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Mais il y a des choses à rappeler. C'est que nous sommes sur le domaine public. Le domaine public restera toujours incessible et inaliénable. On ne vend pas sa place, ça je tiens à le dire. On transmet un fonds de clientèle. On transmet un fonds de clientèle. C'est très précis. Du moment qu'on transmet ce fonds de clientèle, eh bien, c'est réellement cette notion de transmission de fonds de clientèle, et ce qui veut dire que la personne qui sera susceptible de reprendre ce fonds de clientèle devra exploiter ce fonds dans les mêmes conditions que la personne précédente exerçait, c'est-à-dire vraiment avec les mêmes produits. C'est exactement la même affaire. On transmet son fonds de clientèle dans les mêmes conditions. Donc, le cédant informe Monsieur le maire par un courrier, comme quoi il arrête son activité sur le marché. Je tiens quand même à préciser quelque chose de très important. Ce n'est pas une obligation ferme et définitive d'arrêt total de son activité. Personne ne peut empêcher un commerçant de continuer à exercer une activité commerciale. Mais si on est sur le marché, je vais dire de Metz, puisque c'est facile, j'exerce sur le marché de Metz et je veux arrêter ce marché parce que c'est trop loin de chez moi, parce que pour des critères X ou Y, mais je veux continuer un autre marché qui est de l'autre côté du département, j'ai tout à fait le loisir de le faire. C'est très très important. On n'a pas une obligation de radiation au registre de commerce dès lors qu'on transmet son emplacement. Je tenais vraiment à vous le préciser. Donc, les mêmes produits, dans les mêmes conditions, et Monsieur le maire, à 2 mois, pour émettre un avis positif ou négatif par rapport à cette transmission. Si c'est un avis négatif, il doit être appuyé sur des critères précis, tirés de l'ordre public. Monsieur le maire doit justifier. On ne peut pas rester sans réponse par rapport à une demande de transmission d'entreprise. Et bien sûr, c'est la réponse, les motifs de refus peuvent être la sécurité publique, l'intérêt du marché, un dossier incomplet. Si le successeur exerce une activité différente que celle du cédant, que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la part du cédant était moins de 3 ans, par exemple, c'est quelque chose. Et puis, il faut impérativement que la personne qui transmet soit titulaire d'un emplacement, c'est-à-dire soit abonné ou titulaire d'un emplacement sur le marché. C'est pas un passager qui peut transmettre à un autre passager, c'est l'évidence même. Alors, il y a des cas particuliers, c'est que en cas de décès, d'incapacité de retraite, s'il y a le conjoint collaborateur, lui tout à fait peut bénéficier tout à fait de cette reprise, il n'y a pas de problème, ou les ayants droit disposent d'un délai de 6 mois pour présenter un dossier et ils ont la possibilité de pouvoir reprendre la place. Mais
il y a quand même aussi une chose à préciser. Le conjoint collaborateur conservera toujours l'ancienneté du chef d'entreprise. Mais la personne qui reprend, ou même les ayants droit, imaginons que 1 an après ou 2 ans après, le marché change de place. Le marché évolue, le marché change de place, et il y a une redistribution d'emplacements. La personne qui a repris l'entreprise, elle ne partira, son ancienneté partira de son ancienneté personnelle et non pas de celle du cédant. On est bien d'accord là-dessus, c'est réellement leur ancienneté personnelle. Donc on ne reprend pas, c'est le côté un peu négatif de la loi Pinel, mais c'est comme ça et ça a toujours été dans ce sens-là. La gestion du marché au quotidien. L'important aujourd'hui, c'est le contrôle de l'assiduité. Parce que je ne sais pas si vous êtes un peu dans ce cas dans vos régions, mais on a énormément de marchés en période hivernale qui ressemblent à des vraies gruyères. Les marchés sont complètement mités, on a des trous de partout et on se demande où est-ce qu'ils disparaissent parce que là d'un coup, nous, vous savez, moi j'exerce en Drôme et Ardèche et dans l'Ardèche, on a passé décembre, janvier, février, mars, où des marchés étaient carrément complètement vide de toute substance, et puis là d'un coup, c'est ma place, et pourquoi j'ai pas de place? Voilà, c'est la grosse problématique aujourd'hui. Donc, mais j'ai pas la solution malheureusement, et on se demande comment il faut faire pour pouvoir œuvrer à ça. Alors, un commerçant titulaire d'un emplacement, il a ces 5 semaines d'absence. Ça, c'est normal, c'est le principe d'égalité pour tous, c'est la durée légale des congés. Donc ça, c'est très bien. Il se doit d'en déposer impérativement les dates à la mairie, c'est la moindre des choses que de dire au placier « je vais m'absenter pendant 5 semaines ». C'est pas trop souvent quand même que on puisse partir 5 semaines comme ça consécutives, sauf certaines catégories de commerçants. Mais c'est ce qu'on a. Et bien sûr, les places vacantes seront réattribuées aux passagers. En plus des 5 semaines, le règlement doit prévoir un nombre de vacances, d'emplacement, parce qu'il peut y avoir une foire, une manifestation exceptionnelle ailleurs. Il peut y avoir les intempéries, il peut y avoir une obligation, contrainte familiale. Donc, il faut, et ça je sais que c'est fait dans vos règlements, vous devez prévoir un nombre d'absences, bien qu'il ne faut pas dépasser, pour pouvoir bénéficier de la titularisation de votre emplacement. En règle générale, on établit sur 40 semaines de présence effective. Je ne sais pas si chez vous c'est à peu près dans ce fonctionnement, 40 semaines, de 38 à 40 semaines, sauf vraiment une tempête ou quelque chose comme ça qui viendrait en sus, mais on n'est pas stupide et on sait pertinemment. Mais c'est ce qu'on dit, 40 semaines de présence obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une titularisation d'emplacement. On est bien d'accord, hein. Alors après, il y a le cas de maladie, le problème de maladie. Oui, malheureusement, ça peut arriver, mais la maladie doit être attestée par un certificat médical assorti de l'arrêt de travail. Les attributions des emplacements vacants, puisqu'on se retrouve avec des emplacements vacants, je ne sais pas comment vous procédez. Est-ce que c'est par liste d'ancienneté? Est-ce que c'est tirage au sort?
On échangera un petit peu après, vous nous direz un petit peu. Au début de chaque marché, bien sûr que tous les passagers doivent impérativement fournir leurs documents. Hein. On ne peut pas venir travailler si on n'a pas sa carte dans sa poche. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, je tiens quand même à préciser une chose par rapport aux passagers. Je crois qu'on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Dans la loi de modernisation de l'économie, il est bien précisé que pour exercer une activité de distribution sur le domaine public, seule la carte dont on vous a parlé doit être exigée pour le chef d'entreprise. Et seule la carte. Donc, le registre de commerce, l'extrait de registre de commerce pour un passager n'est pas un document obligatoire à demander. Ça, c'est très précis, parce que j'ai certains placiers qui refusent à des passagers de s'installer parce qu'ils n'ont pas avec eux leur extrait de registre de commerce. Ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Ce dont nous avons convenu, nous, organisations professionnelles, avec l'ensemble de nos mairies, c'est qu'en début d'année, quand le commerçant titulaire d'un emplacement vient vers vous et vous renouvelle sa demande, puisque je pense que systématiquement, en début d'année, vous exigez des photocopies des documents administratifs assortis de l'attestation d'assurance, puisqu'il faut impérativement qu'ils soient couverts en responsabilité civile professionnelle pour tous les dégâts qu'ils peuvent occasionner à autrui dans l'exercice de leur profession. Et je vais même un petit peu plus vite par rapport à la RC, j'en profite pour le dire, il faut impérativement qu'il y ait dans leur RC le risque d'intoxication alimentaire. Soyons très, très, très vigilants par rapport à cela, parce que, justement, le développement de ces de multitudes de petites activités font que eh bien, ce risque, il est là, il existe. Donc, le risque d'intoxication alimentaire doit être couvert et il doit apparaître de façon claire, nette et précise dans l'attestation d'assurance. C'est une sécurité pour vous. C'est indispensable pour vous parce que c'est de la responsabilité de Monsieur le maire s'il y a quelqu'un qui venait à être empoisonné sur le marché. Je touche du bois, ça s'est jamais produit, mais soyons très très vigilants. Donc, justement par rapport à ce document, voilà, le commerçant en début d'année. Le commerçant titulaire d'un emplacement fournit la copie de sa carte, fournit, et là on le valide, un extrait de cabis pour bien justifier donc de son inscription au centre au registre de commerce, et ça il vous en fait la photocopie, vous les avez, et systématiquement toutes les années c'est renouvelé. Les seuls qui sont dans l'obligation de fournir un cabis, c'est le conjoint collaborateur. Parce que le conjoint collaborateur, aujourd'hui, nous avions, avant la loi de modernisation de l'économie, le conjoint collaborateur avait une carte. Il avait sa carte pour exercer. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Aujourd'hui, c'est une valise qu'il lui faut pour transporter tous les documents qu'on a à lui demander. C'est-à-dire qu'il faut qu'il donne la copie certifiée conforme du chef d'entreprise. De la carte du chef d'entreprise. De son cabis, le cabis, parce que dans le cabis, il est précisé qu'il est bien conjoint collaborateur. Donc, le cabis, il faut, s'il est marié, il faut qu'il justifie qu'il soit marié ou pacsé, marié ou pacsé, je dis bien, donc, et non pas, ça ne peut pas être autrement. Ensuite, un document qui atteste de son identité. Donc vous voyez un petit peu, en guise d'une seule carte, les simplifications administratives. Bravo, on peut être ravi de ça. On a beau demander, mais on n'y arrive pas. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Il faut désespérer de rien. Voilà, donc ça, ce sont les documents qu'il doit fournir. Le salarié, la même chose. Le salarié doit fournir
la copie de la carte du chef d'entreprise. Il doit également fournir la feuille de paye et la déclaration préalable d'embauche, attestant que réellement c'est indispensable. Donc ça, le salarié, le conjoint, après, bien entendu, et on l'a vu, je m'excuse de répéter juste un tout petit peu, mais aujourd'hui, tous les micro-entrepreneurs, c'est la même chose, ils sont dans l'obligation de fournir cette carte. Ce qui est important à signifier par rapport à vous, messieurs les placiers, c'est votre mission. Vous devez impérativement relever et informer le professionnel de toutes les formes d'irrégularité qu'il puisse avoir dans son comportement. Et votre mission, c'est d'informer monsieur le maire que, voilà, il y a ça, ça et ça, parce que c'est seul, monsieur le maire, qui peut prendre toutes les sanctions adéquates prévues dans le code civil et dans le code pénal.